Nous nous retrouvons ici au Café Europa, un café qui a été fondé en hommage à l'année de la chute du mur, en hommage aux mouvements populaires qui ont jeté la tyrannie du communisme dans la poubelle de l'histoire. Mais maintenant, the Empire strikes back. L'Empire est de retour, il essaie de frapper à nouveau. Il cherche sa revanche sous une autre figure et une tragédie humaine surdimensionnée se déroule even as we speak. Nous vivons des jours sombres qui détermineront non seulement le sort futur de l'Ukraine, mais aussi celui de notre continent en entier. Les Ukrainiens, héroïques et courageux, restent constamment dans nos pensées. Et pour moi, il est important de saisir cette occasion uniquement européenne pour exprimer notre solidarité avec un peuple européen frère, avec une nation européenne sœur, qui mène une lutte existentielle, comme les Ukrainiens l'ont déjà fait d'ailleurs sur la place Euromaïdan en 2014, où des manifestants arborant un drapeau de l'Union européenne ont été abattus. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous des juifs nazis toxicomanes, ou on peut le dire encore plus simplement, Slava Ukraini. Bon, ça suffit pour l'intro, je crois. Mais maintenant, un dilemme, parce qu'une victime de la guerre, évidemment, c'est aussi la liberté de la presse, qui maintenant est totalement liquidée en Russie, où on ne peut même plus appeler une guerre. Des sanctions draconiennes, comme 15 ans de prison, menacent les médias, les journalistes qui ne s'alignent pas sur la ligne du régime. Notre réponse en Europe, ça a été de bannir les médias d'État russes, Russia Today et Sputnik, après une démarche qui ne semble pas très claire, juridiquement assez douteuse, vu que notre constitution à nous, danoise, on proscrit toute censure. C'est vrai que ce sont des médias qui ne sont peut-être même pas dignes d'être appelés des médias, même si ils emploient de vrais journalistes. Ce sont des médias qui fonctionnent comme un écosystème de désinformation et de la propagande. Et on a vu ça dans le cadre de l'annexion russe de la Crimée, dans le cadre de l'abattage de l'avion passager MH17, dans le cadre de la couverture des républiques séparatistes de l'Ukraine, et dans le cadre de la... pour en citer quelques-uns, il y a eu de faux récits, ils ont été présentés comme des faits par ces médias russes. Et ces deux médias ne ressentent aucune honte. Par contre, ils se vendent de ces critiques. Russia Today vend depuis des années des t-shirts et d'autres marchandises qui disent agents étrangers. Et ces derniers jours, ils ont ajouté des t-shirts avec la marque d'Amazon russe 7 sur la poitrine. Dès lors, il est compréhensible que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que ces deux médias, qu'elle qualifie de toxiques et nuisibles, seront sanctionnés. Mais même si la colère et la frustration avec ces deux chaînes de propagande sont compréhensibles, les interdire n'est pas une bonne idée, je trouve. L'interdiction, comme on pourrait le prédire, a déjà servi comme un prétexte à la Russie de prendre sa revanche en expulsant les médias européens et occidentaux de la Russie. Et ce qu'on gagne à fermer ces deux médias, je pense, est assez minimal comparé à la perte de l'accès au journalisme indépendant en Russie. Apparemment, RT a trouvé une certaine audience en France, peut-être Blaise peut en dire en plus, mais au Danemark, ils n'ont pratiquement pas de suiveurs loyaux. Et au niveau plus fondamental, c'est contraire au principe démocratique de fermer, de bloquer l'accès aux médias. Je pense que la décision de fermer RT et Sputnik ouvre un flanc inutile pour des critiques justifiées. Je pense que les démocraties doivent nécessairement tolérer des médias déraisonnables
menteurs, laids, têtus, même lorsqu'ils appartiennent à l'État et même quand ils sont le porte-parole d'un pays en guerre. RT, Sputnik, c'est sans doute une plateforme favorite des idiots utiles pour Kremlin. Mais ce sont aussi, on peut les aussi regarder comme des outils d'un régime libéral. Et voilà, Poutine, c'est l'inventeur de la démocratie dirigée, de la démocratie contrôlée. Pour Orban, un espèce de maître. Maintenant, je te donne la parole. Merci. Je sais pas, tu as peut-être des questions ou tu veux que je réagisse sur quoi? Après cette belle discours, en fait, peut-être j'aimerais juste savoir en premier, qu'est-ce que tu penses aussi de cette interdiction européenne? Alors, moi c'est différent parce que je travaille dans la zone et je travaille avec ces sources-là. C'est-à-dire que pour que les gens puissent se faire un point de vue, il faut des éditorialistes, mais aussi des journalistes sur le terrain qui sont neutres. Et je pense qu'après, les gens se font leur propre point de vue. Quand on est pour la liberté de la presse, c'est intéressant parce que là, on est dans une situation extrême. Donc quand on est pour la liberté de la presse, il faut être pour la liberté de toute la presse. Et pas seulement des gens qui pensent comme nous, ou des gens qui pensent comme la majorité, ou comme les gens qui sont au pouvoir en Occident. Et donc, je pense que les gens qui ont pris ces décisions ne sont peut-être pas rendus compte des conséquences que ça pouvait avoir pour l'ensemble de l'écosystème de la presse en Europe, parce que avec ce système de réciprocité à chaque fois entre la Russie et l'Europe, ça met quand même en danger les journalistes qui travaillent, dont moi, sur la zone, parce que on est vu comme des censeurs, etc. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, ce genre de choses. Et je pense que Russia Today, pour moi, c'est un symptôme. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, plus je pense pour les élites politiques de l'Occident, ce serait de savoir pourquoi ces gens ont une réelle audience. Et ils ont une réelle audience. Il y a aussi des journalistes français qui travaillent pour Russia Today à Paris et ils sont regardés par des gens dont on serait très surpris de voir que le spectre est extrêmement vaste et que c'est pas que des électeurs d'extrême droite, comme par exemple on aime à le dire dans les médias traditionnels. Donc j'ai pas de point de vue moi sur l'interdiction qui a été déclarée, parce qu'on est dans une situation extrême de guerre. Donc là, ça dépasse le journalisme en fait. C'est des raisons d'État, c'est des raisons les États reprennent leurs prérogatives et nous, ça nous montre une fois de plus que nous ne sommes pas un pouvoir, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, mais que nous ne sommes que un contre-pouvoir. Et que le pouvoir, c'est justement les gens qui ont le pouvoir de nous fermer le micro, qu'on soit Russia Today ou l'agence France Presse, quoi. D'un côté ou de l'autre du mur. Voilà, donc je me suis toujours un petit peu battu pour que les élites journalistiques acceptent qu'il n'y ait pas qu'une seule presse et qu'il y a les tabloïds britanniques aussi ont des lecteurs, et que pour moi la liberté de la presse c'est les lecteurs qui la décident. S'il y a un lectorat pour une presse, cette presse a le droit d'exister, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit des journaux religieux, que ce soit Russia Today. Et je dis ça parce que justement, comme je travaille dans ces pays-là, je suis un peu de l'autre côté du miroir souvent. Et quand on discute avec eux, c'est très intéressant de voir leur vision du monde et de voir la manière dont ils nous perçoivent, nous, en Occident. Oui, c'est vraiment un problème qu'il existe une méfiance aussi répandue parmi nos sociétés européennes vis-à-vis des médias dits mainstream. C'est une théorie de complot en elle-même. Mais il faut aussi dire que ce méfiance est consciemment, délibérément nourri par des forces libérales et populistes, et contrôlées aussi dans quelques mesures de la Russie ou des régimes, d'autres régimes illibéraux, n'est-ce pas? La question c'est qui est l'auditorat et qu'est-ce que veut l'auditorat? Et je pense que ça dépasse en fait ça, c'est-à-dire qu'on a eu une conversation hier sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est très clairement à la fin d'un cycle démocratique, et est-ce que l'électorat veut encore ce qu'on leur donne nous ou pas, que ce soit payé? Moi je trouve que souvent
les élites en Occident se sont un petit peu cachées derrière la Russie pour dire c'était toujours la faute de Poutine, quoi. Quoi qu'il se passe, c'est Poutine. Ouais. C'est la main de Poutine, c'est Poutine qui fait ça, c'est Poutine qui fait ça. Victoire Le de Brexit, Trump, c'est Poutine. Macron, c'est Poutine. Enfin, tout était Poutine chez nous. Trump, c'est Poutine. Et en fait, je trouve que c'est un peu un cache-sexe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir qu'il y a une émancipation de la pensée, en fait, en France, qui échappe maintenant à une espèce de verticalité jacobine qui serait, il faut penser ça parce que c'est ça qu'il faut penser, quoi. Moi, je suis très surpris par la diversité sociétale, en fait, des gens qui ne veulent plus, qui sont défiants envers les médias. Et je pense que c'est d'abord de la faute des médias. Et après, peut-être que peut-être qu'il y a des gens qui donnent de l'argent pour faire empirer les choses. Mais je pense que la crise actuelle, c'est aussi de notre faute à nous, journalistes. D'abord. Et puis après, le reste... Il faut regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, il faut être critique de soi-même. Par exemple, sur les gilets jaunes, il y a quand même un problème de diversité dans la presse. Les journalistes sont tous quand même issus de CSP+. Par exemple, il y a des choses qu'on dit qui sont très intéressantes et qui sont vraies et qui ne changent pas. On parle toujours... des grèves de l'avion ou des gens qui font du ski, c'est 5% des Français qui prennent l'avion ou qui font du ski. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens qui soient pas concernés par ce qu'on leur raconte. Et les gilets jaunes, par exemple, moi j'ai dû me battre pour faire comprendre à des collègues que c'était pas tous des néo-nazis, que les anti-vax, c'était pas tous des nazis. Quand on va sur le terrain et qu'on interviewe ces gens, ils ont des choses très intéressantes à dire. Or, les 3-4 premières semaines, c'est d'abord la caricature, c'est d'abord parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est loin de nous, parce que on stigmatise quand même beaucoup certaines populations. Et je dirais que c'est plus un problème français à cause du jacobinisme et avec Paris qui écrase un peu... voilà, mais moi je viens de la province et quand je discute avec mes copains qui ne lisent pas du tout ce que moi je fais, par exemple, ils se sentent pas du tout concernés par le journalisme, quoi. Eux, ils écoutent des choses qui les intéressent eux et ça passe de moins en moins par les médias parce que ils vont voir ça dans leur groupe de copains sur Facebook. Ils se sentent pas concernés par ce que j'écris moi, quoi. Alors évidemment, la guerre c'est autre chose. Quand la guerre est là, représentation pour les médias, ainsi que pour les partis politiques. Je pense que c'est d'abord ça avant que ce soit Poutine. Du coup, on vient de mentionner plusieurs fois le concept de libéralisme. Peut-être qu'on pourrait juste l'expliquer. Alors, tu veux le faire ou... Non, c'est toi l'observateur privilégié, c'est toi l'expert. Vas-y. Parce que moi, je suis pas un intellectuel, je suis vraiment un journaliste de reporter, donc je vais quelque part et je prends les informations et j'essaie de les retranscrire de la manière la plus honnête intellectuellement possible, quoi. Et souvent, je pense qu'il faut donner la parole à la réalité, quoi. C'est-à-dire, si on va en Europe centrale orientale, il faut aller pas interviewer Novaya Gazeta, le journal d'opposition qui représente une minorité de la population. Il faut aller voir les gens qui votent pour Poutine en province. Il faut, voilà. Donc, l'illibéralisme, c'est d'abord une notion intellectuelle qui a été pensée par un chercheur américain qui s'appelle Fareed Zakarian et qui, en 97, dans les Foreign Affairs, a décrit la démocratie libérale comme étant le principe, on pourrait dire, de régime démocratique qui, une fois qu'ils ont gagné les élections de manière démocratique, auraient tendance à ignorer un petit peu les limites constitutionnelles de leur pouvoir. Voilà, c'est ça que lui a appelé la démocratie libérale. À l'époque, c'était plutôt Singapour, le laboratoire de ça. Donc ça remonte à longtemps, c'est pas, voilà. Et après, pourquoi dans les médias occidentaux on aurait tendance, ce que moi je ne fais pas personnellement dans mes articles, à mettre comme étiquette sur les pays d'Europe centrale et orientale, c'est parce que Viktor Orban, donc le premier ministre, de la Hongrie,
dans un discours qui est resté célèbre auprès des historiens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un petit peu connu plus tard, pas tout de suite, mais en 94, il a dit en juillet que il y avait des régimes politiques en Europe occidentale, qu'il y avait le régime libéral, il y avait l'État-providence à la scandinave, et puis il y avait l'État-nation à la française, et que lui, ce qu'il voulait faire, c'était un autre modèle, qui est l'État non libéral. Et donc, une fois qu'on a voulu après essayer de voir s'il y avait des choses en commun entre plusieurs pays du monde qui étaient dans des régimes comme ça, ou qui organisaient des élections et qui se revendiquaient comme des démocraties, les chercheurs occidentaux ont commencé à dire, puisqu'Orban l'a lui-même dit, et puisqu'Orban l'a revendiqué lui-même, appelons ça démocratie libérale, quoi. Et je sais qu'après Orban, parce que je l'ai su par une source du Fidesz, il était très embêté, il a un petit peu regretté les dimensions que ça a prises, parce que ça a été interprété comme étant chez nous quelque chose d'autoritaire, et lui ne considère pas du tout que c'est autoritaire. Pour lui, la démocratie libérale, c'est une démocratie qui repose sur d'autres valeurs, que sont la famille, les valeurs chrétiennes, l'ordre, le travail, et que lui considère que ce sont des valeurs démocratiques. Et que ce sont des valeurs démocratiques qui ont la même valeur que les valeurs libérales. Ce qui manque, c'est le respect et la protection des minorités, n'est-ce pas? C'est l'aspect libéral la plus importante, peut-être. Des minorités... Des minorités sexuelles, ethniques, religieuses. Parce qu'elles sont protégées dans les constitutions des démocraties libérales, n'est-ce pas? Alors, il y avait le Pax en Hongrie bien avant la France, par exemple. En 98, il y avait déjà le Pax en Hongrie. Là, il y avait Donc, eux, ils vont vous dire que... disons que c'est toujours deux discours différents. Nous, des gens en Occident vont dire qu'ils ne respectent pas les homosexuels parce qu'ils font une loi qui... interdit, si je me souviens bien, la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs pour protéger la santé mentale des mineurs. C'est une loi qui a été passée dans une loi contre la pédophilie. Et quand on en discute avec eux et quand on leur dit mais c'est quand même une loi qui est homophobe au vu de beaucoup d'ONG occidentales ou au vu de la Commission européenne, ils disent que non, c'est une loi de protection de la famille. Donc ça, c'est un courant de pensée qui vient du Vatican, en fait, à la base. Et c'est un système, en fait, de pensée qui est une réaction à des choses qui ont été imposées par, à l'origine, les États-Unis et la Scandinavie dans leur mode de pensée à eux. Et ça a commencé aux Nations Unies. Parce que aux Nations Unies, les anglo-saxons qui étaient homosexuels ont commencé à réclamer des droits. Le droit de faire venir leur conjoint et tout ça. Et en fait, ils ont rencontré l'opposition du monde slave, du monde arabe et du Vatican. Et le Vatican, après, a théorisé intellectuellement pour voir comment on pouvait répondre à ces demandes qui, en fait, selon elles, remettaient en cause les valeurs chrétiennes. Et ils ont appris qu'il fallait plus dire que c'était mal d'être homosexuel ou que c'était pas normal d'être homosexuel ou je sais pas quoi. Tout ça a été théorisé par une intellectuelle proche du Vatican qui a écrit un livre. Enfin, tout ça est tout à fait connu, quoi, hein, des intellectuels de la pensée libérale. Et ils ont dit il faut créer des valeurs positives conservatrices. Donc, c'est pas être contre les homosexuels que de vouloir arrêter que les droits augmentent. Par exemple à l'ONU, mais c'est la protection de la famille. Ou alors, là, c'est pas contre les homosexuels cette loi, c'est la protection de l'enfant. C'est les droits de l'enfant contre les droits des homosexuels. Et certes, les homosexuels ont des droits, mais les enfants ont aussi des droits. Donc il y a une vraie maturation d'un discours qui est une opposition en fait au discours libéral, qui est construit en réaction au discours libéral, qui depuis 89 infusait en fait dans les sociétés d'Europe de l'Est orientale et aujourd'hui c'est un petit peu une réaction à ça et d'ailleurs Orban le dit, il dit qu'il fait une révolution conservatrice, donc une réaction conservatrice à ce qu'il considère comme un abus de pouvoir de l'Occident qui est venu coloniser, impérialisme culturel,
qui est venu coloniser les cerveaux. Et c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine à partir de 2004 quand il a interdit la Gay Pride. Enfin, quand il a dissous la Gay Pride qui se tenait chaque année, etc., qui était, c'est vrai, financée par des ONG occidentales. C'est ce que dit Marine Le Pen quand elle dit que les homosexuels réclament pas le droit de se marier. Enfin voilà, c'est un discours maintenant qui est très courant dans plein de courants de la société. Et en fait, c'est un discours aussi qui sert à répondre aux médias, avec quelque chose que les médias peuvent recevoir. Parce que dans le modèle scandinave ou anglo-saxon, c'est un petit peu différent en France. Il y a toujours cette question d'égalité dans la société où il faut se respecter chacun les uns les autres. C'est pas forcément quelque chose qui est courant en Europe centrale et orientale au niveau des mentalités dans 80-90% de la population encore en 89, quoi. Donc tu veux dire qu'il y a un décalage culturel entre... Il y avait un décalage culturel. Et en fait, je pense qu'une des erreurs des médias occidentaux, c'est d'avoir cru que ils allaient accepter le modèle tel qu'il était, que c'était la fin de l'histoire et que donc c'était normal qu'ils nous rattrapent, entre guillemets. Et eux ne voient pas du tout les choses comme ça. Voilà. Tout le reste s'ensuit automatiquement. C'est ça. Et dans ces pays-là, on ne voit pas du tout les choses de cette manière-là. Pour eux, c'est une décadence auquel il faut mettre fin avant qu'il soit trop tard pour eux. Voilà. Moi, je donne le point de vue de l'autre côté. Est-ce que la liberté de la presse fait partie de ces valeurs dites illibérales? Alors, ça dépend de quel pays on parle, parce que moi, le problème que j'ai toujours avec ces notions-là, c'est que c'est pareil, c'est un regard en fait occidental qu'on projette sur ces pays-là. Et en fait, ces pays-là, ils ont certes 70 ans d'histoire commune après 45, mais ils ont des histoires très diverses entre la Hongrie qui était austro-hongroise pendant 700 ans et la Moldavie qui ne l'a jamais été. C'est pas du tout les mêmes pays. La République tchèque a une autre histoire totalement, où la presse est très importante. La presse en Hongrie, en Autriche-Hongrie, était très importante au XIXe siècle, et c'est assez comparable à ce qui se passait à Londres et à Paris. Donc, pour moi, c'est plus une projection occidentale qu'on fait sur eux que eux quelque chose qu'ils revendiquent. Eux, ce qu'ils revendiquent, c'est de faire une révolution, en tout cas pour la Hongrie, mais je pense que c'est un petit peu pareil pour la Pologne. Et que dans une révolution, il faut pouvoir contrôler le sociétal. Que en fait, une révolution, ça passe par le sociétal. Et que donc, ça passe par la manière dont les médias en parlent. Et eux considèrent, enfin, c'est ce que me disent mes interlocuteurs hongrois quand on leur en parle, c'est qu'eux considèrent que les journalistes étaient tous libéraux. Et que c'était pas normal parce que ils avaient une vision désobjectivée du sujet, qui ne correspondait pas à la base sociologique de ces pays-là non plus. Qui était représenté dans la capitale mais pas ailleurs dans le pays, et qu'il fallait donc rééquilibrer le paysage médiatique de ces pays-là en mettant en valeur les contenus conservateurs. Et ça a été possible à partir de 2008, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après 89, c'est les Occidentaux qui ont massivement investi dans ces pays-là. 80% du paysage médiatique était à capitaux allemands, britanniques ou français ou italiens après 89 dans ces pays-là, jusqu'à peu près 2008. Et la Slovaquie était encore très bien placée, par exemple, dans le tableau de RSF. Enfin, ces pays étaient extrêmement bien placés, d'ailleurs bien avant la France, dans le tableau de Reporters sans frontières, parce qu'en France, il y a toujours des problèmes de violence auxquels étaient exposés les journalistes dans la société civile. Et à partir de 2008, en fait, ces capitaux-là occidentaux se sont retirés assez brutalement de ces pays-là. Ils ont été remplacés par un capitalisme émergent dans ces pays-là, qui a été aussi considéré par ces pays-là comme une reprise de souveraineté postcoloniale, on pourrait dire, avec une reprise de capitaux pour avoir sa presse, et que la presse de la Hongrie, ce ne soit pas la presse de Paris. Et que ce soit pas la même chose. On parle d'une repolonisation des médias. Voilà. C'est une voie en vigueur. Et alors, si j'ai bien compris, en fait, tu dis qu'il faut comprendre l'Hongrie dans un cadre historique, culturel, la situation de la liberté de la presse dans le pays comme ça.
Je pense qu'il faut voir les crises successives. Donc 2008, c'est très important. On sous-estime absolument les conséquences de 2008 et de la crise financière de 2008 dans toute l'Europe. Et je pense qu'il faut voir ça dans un prisme de soif vraiment brutale de souveraineté. Mais même s'ils cherchent à équilibrer la sphère publique, comme ils disent, selon toi, c'est pas c'est ce qui se passe dans le terrain, c'est plutôt maintenant, il me semble, une négation du pluralisme. Parce qu'on cherche vraiment à marginaliser les médias oppositionnels. Alors je pense que ça dépend des pays. Je pense qu'il y a toute une palette en fait différente suivant les pays en Europe centrale et orientale. Il y a une situation qui est assez dramatique, qui est celle de la Bulgarie, parce qu'il y a une concentration assez conséquente de la presse dans ce pays-là. Et donc la Bulgarie, c'est vraiment le pays qui a le plus dérapé dans les tableaux de Reporters sans frontières depuis. Je pense qu'il faut voir aussi ce dont on parle quand on parle de liberté de la presse. On ne tue pas les gens en Europe centrale et orientale. Il n'y a pas de Anna Politkovskaya à Varsovie, à Budapest. Il y a un danger qui est assez dramatique dans ces pays-là, c'est la corruption. À partir du moment où vous faites vraiment des recherches sur la corruption, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez un pouvoir capitalistique qui est beaucoup plus important par rapport aux structures de l'État. Et donc la police ne pourra pas vous protéger de manière correcte dans des pays qui sont petits si vous vous attaquez au pouvoir d'un milliardaire qui a des connexions politiques dans des pays qui sont plus petits, où il y a plus de relations entre les différents membres. Donc la corruption, c'est un petit peu un cas particulier, et les vrais problèmes que j'ai eu moi de sécurité, c'était lié à la corruption. Et en Slovaquie, le journaliste qui est mort, c'était parce qu'il était lié à la corruption. Moi, j'avais travaillé 2 mois avant pour Le Monde sur la corruption en Slovaquie, et c'était assez chaud. C'était assez compliqué, ouais. Mais après, le paradoxe, c'est qu'on peut tout dire dans ces pays-là, tout est publié, tout est su. Je veux dire, c'est ce que répond Orban quand on lui dit qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Hongrie. Il vous dit, mais enfin, tout se sait, enfin, on connaît, on attaque un tel, on dit qu'un tel... Et c'est vrai que et c'est ça qui est paradoxal par rapport à des pays qui sont vraiment des régimes autoritaires comme la Turquie, où on envoie les gens en prison, ou la Corée du Nord, pour prendre des exemples absolument extrêmes. C'est que les choses sont sues en Europe centrale et orientale, et elles sortent. La question, c'est après, dans quel canal, et est-ce qu'elles arrivent au but, et est-ce que les gens, à la fin du processus, ont envie d'entendre ça et d'écouter ça. C'est très complexe, en fait, la liberté de la presse, parce que c'est un biotope. Si vous parlez dans le désert et que ça intéresse personne ce que vous dites, et moi, c'est la question que je me pose dans ces pays-là, c'est: est-ce que le grand public a une culture de la presse suffisante? Est-ce qu'il a un intérêt pour la presse suffisant? Est-ce qu'il a une maturité démocratique suffisante? Est-ce qu'il a un quotidien qui lui permet d'être réceptif à ces informations-là? Parce qu'il y a une pauvreté quand même, il y a une misère encore dans certaines des régions de ces pays-là qui font que c'est un luxe que de s'intéresser à savoir quel oligarque est corrompu et c'est pas le sujet des gens. Le sujet des gens, c'est de trouver à bouffer à la fin du mois pour beaucoup de régions. Dans certaines régions bulgares, je suis sûr qu'au Pakistan, c'est plus développé. Donc c'est ça, la grosse différence selon moi. Mais après, il me semble qu'il y a une différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est au niveau de la liberté de la presse. Et je voulais vous poser peut-être la question: est-ce que vous trouvez que c'est possible pour eux de vivre ensemble, en fait, ces deux différentes notions de la liberté de la presse? Je ne sais pas si tu as des pensées. Non, je ne pense pas qu'il y ait différentes notions de la liberté de la presse en tant que telle. Mais il y a d'autres défis, évidemment. Il y a
des forces terroristes violentes dans la société civile, notamment en France, mais aussi au Danemark, qui installe une sorte d'autocensure sur certains sujets, des sujets très particuliers. Spécifiquement, les caricatures de Mahomet, évidemment, peut-être il n'y a que ça, mais on n'ose plus republier ces caricatures dans nos journaux danois. On a failli de le faire juste avant l'attentat contre Samuel Paty, seulement à titre d'illustration, parce qu'un livre sortait sur ce conflit. Maintenant, c'est tout à fait exclu. On ne le fera pas. Mais c'est très restreint comme problème, quand même. Parce que ça n'empêche pas qu'on ait un débat sur l'islam et sur l'intégration. C'est même une obsession depuis des années. On ne discute que de ça. Aussi, il y a parfois un discours assez démonisant. Mais je ne sais pas si c'est peut-être pire en France avec... il y a quand même eu des épisodes violents, pas seulement par rapport à l'islam, mais aussi il y a des journalistes qui ont été attaqués lors de la campagne d'Éric Zemmour, je pense, n'est-ce pas? Il y a une haine des médias et des journalistes dans certains milieux. C'est ça, c'est-à-dire que paradoxalement, vu d'Europe occidentale, on voit toujours les pays d'Europe de l'Est comme des pays violents, des pays dangereux, des pays avec la mafia, ce qui est vrai. Il y a la Ndrangheta notamment qui est très présente en Europe de l'Est, et il faut faire très attention à voir si elle n'a pas des intérêts dans les choses sur lesquelles on écrit, parce que ça prend d'autres dimensions. Mais moi, par exemple, j'ai pas de problème de sécurité en Europe de l'Est. Je peux faire mon travail, je vais interviewer les gens, ils me répondent, j'ai accès aux sources, j'ai interviewé quasiment tous les chefs de gouvernement de la région, on me répond, ce qui n'est plus le cas en Europe occidentale, parce qu'on contrôle la communication de manière extrêmement minutieuse. Comme c'est des pays qui sont aussi plus petits, à part la Pologne, il y a une plus grande proximité possible aussi avec les réseaux de pouvoir, qui sont plus accessibles. Et vu de ces pays-là, à moi, ça m'a vraiment frappé. Ça, je vous donne une anecdote parce que c'est peut-être un peu trop, vous nous le dites, si c'est trop intello ce qu'on dit. Mais j'étais en Hongrie, en train de faire un reportage sur la manière dont le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, se servait de la deuxième ville de Hongrie qui s'appelle Debrecen comme d'une vitrine du succès de sa politique. Et donc j'étais vraiment au cœur de l'électorat de Viktor Orban. Et donc j'ai interviewé une petite mémé, fin fond de la campagne en Hongrie, et puis après, donc elle me répond très gentiment, puis après, je peux vous poser une question, vous en France, c'est la catastrophe pour les journalistes, vous pouvez plus faire votre travail, les islamistes vous tuent, vraiment quelle tristesse, la liberté de la presse en France. Et je suis obligé de dire qu'elle avait raison. Je prends moins de risques en ayant interviewé une dame qui vote pour M. Orban en Hongrie que de faire du travail sur les réseaux djihadistes en France. Et il faut accepter en Occident que nos sociétés soient devenues extrêmement violentes, extrêmement polarisées, extrêmement balkanisées, on dirait, mais c'est pas très politiquement correct, donc je préférerais dire archipélisées, ce qui n'est pas du tout le cas de ces pays-là. Ouais. Simplement, il y a quand même une différence parce que quand tu disais, quand on enquête sur la corruption dans certains pays, on risque littéralement sa vie et on sait que l'état de droit ne marchera pas parce que les corrompus ont accès à la police et à la justice. Là, la menace sur la liberté de la presse, certes, on peut publier ce qu'on veut, mais si on n'est pas capable d'assurer la protection des journalistes par un état de droit solide, alors elle est plus en danger qu'en France. Peut-être, oui, mais les journalistes sont attaqués, mais en règle générale, les gens qui les ont tabassés sont traduits en justice et punis. Enfin, je veux dire, il y a la situation de violence de départ, mais il y a aussi la façon dont l'État protège ceux qui subissent cette violence. Alors c'est vrai, il y a des bons exemples, c'est-à-dire que la Slovaquie, c'est une société qui est très peu connue en Europe, mais qui est très intéressante. Elle
elle a vraiment connu un épisode de violence après 93 avec un monsieur qui s'appelait Mečiar, qui était un vrai mafieux qui tenait le pays en coupe rangée. Et donc il y avait les voitures qui explosaient en pleine rue, des voitures piégées. Enfin, c'était vraiment hallucinant la Slovaquie dans les années 90. Et ce passé-là a fait que vraiment, quand un journaliste qui s'appelait Jan Kuciak a été assassiné après avoir enquêté sur la corruption, il y a eu un réveil démocratique qui était absolument merveilleux. Les gens sont descendus par centaines de milliers dans la rue, ce qui a fait quand même démissionner le gouvernement, ce qui a mis à jour les réseaux de protection entre la social-démocratie locale, qui était en fait plus des communistes recyclés que des sociodémocrates à l'occidental, et les réseaux mafieux. Et il y a l'élection d'une nouvelle présidente qui est quand même une avocate venue des ONG, qui est une femme qui a 35 ans, qui est une vraie démocrate à l'occidental, etc. Le monsieur a été retrouvé, il a été traduit en justice, et tout ça a été démantelé. Donc il y a des vrais exemples d'avancées démocratiques après des drames. À Malte, c'est pareil. À Malte, l'assassinat, c'était l'assassinat de trop. Ça a fait vraiment réagir les sociétés. C'est pour ça que dans beaucoup de sociétés, la dernière chose qu'ils ont envie, c'est qu'il y ait un journaliste qui meurt. Parce que le jour où un journaliste meurt, ça peut être un drame pour les pouvoirs en place aussi. Hein. C'est à double tranchant. Donc, faut pas oublier que c'est des pays européens et que ce sont nos partenaires. On est à 27, on peut pas mettre sur le même plan des pays d'Europe des 27 et la Russie par exemple. Et je dis pas que c'est parfait, hein. Effectivement il y a des pouvoirs de pression sur les journalistes et tout ça, mais j'aurais tendance à dire que le pire censeur des journalistes c'est nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Si on a peur de perdre sa place parce qu'on écrit certaines choses, si on accepte d'écrire certaines choses parce qu'on travaille pour certains médias, et ben peut-être que dans certains pays, la liberté de la presse, ça passe par un blog sur Internet et pas dans le principal quotidien qui est vidé de sa substance parce qu'il aura été racheté par un oligarque proche du pouvoir. Peut-être qu'il faut revoir les choses. Les jeunes sont beaucoup plus décomplexés par rapport à ça. Quand on a 25 ans dans certains pays, on pense pas à aller travailler pour le quotidien national. Hein. C'est so 2008. Maintenant, c'est le blog d'un tel, c'est le truc d'un tel. Ils ont aussi les ONG qui les payent aux États-Unis. Ils ont des crowdfunding, etc. Et on travaille pour une clientèle, 30, 40 000 personnes, de décideurs, des gens qui sont, etc. Mais est-ce que c'est les structures des propriétés en France, est-ce qu'ils mettent la liberté rédactionnelle en péril? Alors ça, c'est pareil, ça dépend des pays. Il y a des oligarques français, mais ouais. C'est pas un phénomène français, mais il y a des milliardaires, il y a des propriétaires qui veulent influencer le contenu. Alors ça dépend des pays. Chaque pays est différent par rapport à ça. Il y avait un pays dans lequel la concentration posait problème, c'était la République tchèque. Parce qu'en fait, ça avait été racheté par 5 ou 6 grands courants capitalistes qui se partageaient en fait le marché et donc le pouvoir d'influence dans le pays. Il y avait vraiment des liens extrêmement précis entre tel courant politique, tel oligarque, tel etc. En Slovaquie, le problème c'était plus qu'il y avait 2 groupes industriels qui se partageaient le marché et qui se partageaient aussi les médias. En Hongrie, Viktor Orban a dit en 2013 devant des étudiants polonais que pour faire cette révolution, il fallait demander à des copains oligarques de racheter des médias. Donc il l'a assumé, Viktor Orban, sa politique. Il l'a dit publiquement, c'est sur Internet. Si vous allez sur Internet, vous cherchez la vidéo, Viktor Orban parle devant des étudiants polonais et vous retrouvez ce qu'il a dit publiquement devant des étudiants. Parce qu'il dit que voilà, toute la presse est libérale, donc il faut créer des journalistes qui sont conservateurs. Lui, il appelle ça conservateur. La Pologne, je connais trop mal, je ne peux pas m'engager sur la Pologne, mais après les pays baltes, c'est très différent. C'est plus ou moins des succès francs, en tout cas pour l'Estonie, etc. Donc je dirais qu'il faut arrêter. La première chose qu'il faudrait faire, c'est de ne plus voir le mur de 89, quoi. Souvent, je répétais, ça m'énervait, moi, quand on écrivait dans mes médias, tel pays post-communiste, tel pays anciennement soviétique, tel ex-satellite. Ça fait 35 ans, les gars. On ne dit pas de la France ex-pays gaulliste.
On dit pas de la France. Voilà, donc il faut arrêter de projeter nos propres fantasmes sur ces pays-là. Et la Slovaquie, c'est la Slovaquie. C'est plus un ex-satellite de Moscou. Il y a un problème, c'est la distribution du gaz et du pétrole qui les rend indépendants politiquement pour certaines choses de Moscou. Mais après, la Slovaquie, c'est la Slovaquie. Si vous allez en Slovaquie, il y a une société civile différente, un pays différent, une langue différente, une culture différente, une presse différente, des élites différentes, et ça change à une vitesse. Moi qui suis là-bas depuis 20 ans maintenant, moi il y a des trucs que je trouve ringards à Vienne, qui en Slovaquie sont top modernes, quoi. C'est notamment tout ce qui est licorne, informatique. La Slovaquie, par certaines choses, a dépassé l'Autriche. Ça coûte plus cher d'habiter à Bratislava que d'habiter à Vienne. Ouais. Par exemple, c'est des choses comme ça que les gens ne savent pas parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. On parle que de la politique, toujours dans les médias français. Mais il y a des choses qui sont... c'est des pays qui ont totalement changé les uns les autres. La Roumanie a un PIB plus important que la Hongrie. Voilà, il y a des choses comme ça qui se sont passées qui font que vraiment il y a autant de différences maintenant entre la Roumanie et la Hongrie qu'entre la France et l'Espagne. Même si, effectivement, après 70 ans d'une dictature terrible, il y a un cerveau reptilien, par exemple chez les septuagénaires ou les octogénaires, qui fait qu'on ira toujours plus voir celui qui donne l'argent ou donne le... Voilà, mais c'est en train de disparaître. Je pense que dans une démocratie illibérale, il y a de manière plus assumée chez l'électorat et chez les personnes qui ont été mis en fonction par cet électorat de limiter les contre-pouvoirs. Alors qu'un conservatisme à l'occidental, même si est-ce que De Gaulle ne limitait pas les contre-pouvoirs, bon, à l'époque, je n'en sais rien, mais dans un conservatisme, on va dire, contemporain, c'est pas forcément en plus la figure de l'homme fort qui va l'emporter. Je prends le cas de l'Autriche par exemple, il y a plusieurs courants au sein du parti conservateur chrétien local. La CDU-CSU, c'est un grand parti démocratique, conservateur, mais avec plein de courants différents. Il y a des contre-pouvoirs à l'intérieur du parti, etc. Dans les démocraties illibérales, on a plus envie, le désir qu'un chef décide pour nous. Et qu'un chef dise c'est ça qu'il faut faire et on y va tous ensemble et on emporte un mouvement. C'est pour ça que Viktor Orban, par exemple, apprécie d'être avec Donald Trump, apprécie d'être avec M. Bolsonaro, a essayé d'avoir son propre canal de négociation avec M. Poutine. Parce que, par exemple, il considère qu'on peut parler en tête-à-tête, que des décisions vont être prises et que derrière, ça va suivre. Quand on parle avec Merkel, on n'a pas encore parlé avec toute l'Allemagne, quoi. Après, Merkel, elle va faire son petit tour en Allemagne pour voir si ce qu'elle a commencé à parler. Donc, dans certains pays, ça énerve, quoi. Ça prend trop de temps, c'est pas fiable, on ne sait pas si ça va être suivi des faits. Eux, voilà, ou comme Erdogan aussi, par exemple. Et ça, c'est pareil, ils le disent eux-mêmes, qui préfèrent ce mode de gestion-là. Et je pense que c'est une grosse différence. Après, il faut voir que la démocratie libérale, elle n'a pas été décrite par eux, à part ce discours-là de 2014 de M. Orban qui ne l'a pas renouvelé et qui ne l'assume pas totalement, d'après ce que j'ai pu comprendre de mes interlocuteurs du Fidesz. Il a regretté en fait l'interprétation qui avait été faite de ça. Et la démocratie illibérale hongroise, elle est quand même dans un cadre européen, avec des contre-pouvoirs à Bruxelles. La Hongrie, en intégrant l'Union européenne, a signé un pacte d'adhésion qui limite sa souveraineté de facto. C'est pas le cas de Bolsonaro ou de Trump. La souveraineté, c'était souvent moi une pierre d'achoppement avec mes interlocuteurs sur place, c'est que on comparait Moscou à Bruxelles dans ces pays-là en disant on a déjà eu le joug de Moscou, on va pas avoir maintenant le joug de Bruxelles. Et c'est pas du tout le même programme, quoi. Bruxelles, c'est vous qui êtes venu voir Bruxelles et vous avez signé en bas de la page. Donc on peut pas venir 10 ans après dire ah bah finalement j'avais pas bien compris cette règle-là et cette règle-là.
finalement, elle ne me va pas. Et pendant des années, on me disait, il n'y a pas de problème dans mon pays puisqu'on accepte les décisions de la Cour de justice de l'UE.